Bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78 et dans l'actualité yvelinoise de ce 3 avril. Lors des départementales, nous avons voté pour des binômes hommes-femmes, mais quels sont les postes occupés maintenant par ces dernières? Le point dans notre département. Politique également avec ces élus qui veulent la création d'un comité départemental de liaison de la gauche dans les Yvelines. Le PRG en est à l'initiative, son président départemental, conseiller régional Eddie Haidt est l'invité de cette édition. Et puis comme chaque vendredi, le point sur l'essentiel depuis lundi, semaine de l'industrie, combat de RESF pour un lycéen sans papier et préparatif du week-end de Pâques. Pierre Bédy a donc été réélu hier président du conseil départemental des Yvelines. Sans surprise, il était le seul candidat à ce fauteuil et recueille 38 voix. 4 bulletins étaient blancs. Dans son discours, il a appelé à la mobilisation de tous les élus dans un esprit d'humilité et de combat. Rappelons qu'il n'y a maintenant plus aucune opposition, les alliés du centre et de la droite ayant raflé tous les postes. Ce conseil départemental a en tout cas été renouvelé à 60% et surtout, il est composé maintenant d'autant d'hommes que de femmes. C'est une nouveauté, mais qu'est-ce que cela va changer? Les explications. Une ambiance rentrée des classes pour ce nouveau conseil départemental et pour beaucoup d'élus UES, une première dans une assemblée jusqu'à présent très masculine. Elles sont 21 à siéger, une parité rendue obligatoire par la loi. Alors qu'en pensent les nouvelles élues? Là, le fait d'avoir joué le jeu de cette parité me semble vraiment extra, quoi. C'est bien parce que effectivement, on va dire oui, mais alors c'est parce que vous êtes une femme que vous êtes vice-présidente s'il n'y avait pas la parité. Non, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Hein, on est bien d'accord. Donc j'espère que c'est parce qu'on considère qu'on a quelques compétences et quelques possibilités. On est aussi bon que les hommes, hein. La preuve en est. Christine Boutin est la doyenne de l'Assemblée. Elle a aussi tenu à rappeler qu'elle était la conseillère départementale au mandat le plus long. De Paul Loutenaillon à Pierre Bédy, elle a connu le changement dans l'hémicycle. Ça ne m'a jamais fait flipper dans un sens ou dans un autre, ces histoires de parité. Je n'avais pas voté la loi sur la parité. Je suis très contente de voir qu'il y a des femmes. Ce qui m'intéresse, c'est des gens compétents. Que ce soit des hommes ou des femmes, voilà, bon, très bien. Non, ce qui est le plus important, c'est le renouvellement, puisqu'il y a 60% de nouveaux conseillers départementaux. Ça me semble effectivement être important. La parité, elle se retrouve également au niveau des vice-présidences et de la commission permanente. Alors, un bouleversement pour ces messieurs ? Nous avons choisi d'être dans la loi et dans l'esprit de la loi et donc de faire qu'il y ait un partage tout à fait égal, à l'exception de la présidence, mais j'essaierai d'avoir ma part de féminité. Moi, je suis d'une génération qui a toujours été à l'école avec les filles. J'ai toujours connu la mixité. La politique me l'avait fait perdre, cette mixité que j'avais connue à l'école maternelle et dans toutes les études que j'ai pu faire après. Donc, moi, je ne fais pas de différence homme-femme. La différence sera peut-être plus marquée au moment des débats. Certaines femmes politiques sont déjà bien connues pour leur franc-parler. Elle était le binôme de Michel Laugier pendant ses départementales sur le canton de Montigny-le-Bretonneux. La voici donc maintenant au sein de l'hémicycle. Laurence Trochu, à peine élue conseillère départementale, doit faire face à une fronde de son groupe au sein du conseil municipal de Guyancourt. 3 élus ont décidé de se désolidariser d'elle et de Ladislas Skoura pour créer leur propre groupe d'opposition. Ils évoquent dans un communiqué de presse un manque de concertation, de travail d'équipe ou encore d'engagement citoyen. Un revers pour la nouvelle conseillère départementale. C'est une dissidence qui cause beaucoup de tristesse, qui n'était effectivement pas attendue puisqu'elle n'a pas été annoncée. Nous l'avons découverte nous-mêmes en conseil municipal mardi soir. Donc c'est vrai que ça génère ce sentiment de tristesse et puis de déception aussi, parce que c'est vrai qu'on y voit là quand même un peu de lâcheté, dans la mesure où il aurait fallu quand même que cette équipe, travaille ensemble à réunir ses forces. L'invité de ce vendredi 3 avril, Eddie Haidt. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, président du PRG dans les Yvelines, le parti radical de gauche qui lance un appel pour la création d'un comité départemental de liaison de la gauche dans les Yvelines. Alors à qui s'adresse cet appel? Est-ce que ça concerne l'ensemble de la gauche, socialiste inclus? Bien évidemment, l'ensemble de la gauche, sans aucune exclusive, socialistes, écologistes, amis du parti de Robert Rue, les communistes, le Front de gauche dans sa globalité. L'idée est vraiment de saisir la malheureuse opportunité qui découle de ces élections départementales pour que nous ayons une démarche de rassemblement, que nous nous retrouvions pour poser les bases d'un accord, d'une discussion commune. Alors, lancer un appel, vouloir le rassemblement, c'est une démarche positive, mais après, derrière, il faut des actes. Est-ce que vous sentez que l'ensemble des formations, et je reviens encore sur les socialistes, sont d'accord pour se rassembler? Parce qu'on sent bien Europe Écologie Les Verts, Front de gauche, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, avec le Parti socialiste, c'est compliqué.
C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a des postures clivantes au sein de la gauche entre les pros et les anti-gouvernement. Maintenant, la démarche du rassemblement, elle est basée sur le fait que ensemble, à l'issue d'une discussion, on a listé les points d'accord. Et c'est sur ces points d'accord que nous allons ensemble à l'affrontement face à la droite et le centre, qui a su, lui, se rassembler au premier tour de ces élections départementales. Le Parti socialiste est plutôt dans un esprit favorable, a entamé un certain nombre de rencontres. Nous avons déjà eu des retours également sur un accord de principe d'écologistes, un accord de principe des amis du parti de Robert Rue. Donc je ne désespère pas aujourd'hui que nous puissions avancer, mais la démarche, elle prendra le temps nécessaire pour qu'elle soit un succès. Il ne faut rien précipiter, rien forcer, et surtout obliger personne à se renier sur ce qui constitue les fondamentaux de son parti. Il ne faut rien précipiter, mais il y a des élections qui vont approcher. Là, on en sort, mais il y en a d'autres encore. Ce sont les élections régionales, et vous les connaissez forcément bien, puisque vous êtes conseiller régional et vous êtes dans le groupe de la majorité de Jean-Paul Huchon, le socialiste, président socialiste. C'est ça, c'est l'inquiétude, c'est de se dire, voilà, on va dans le mur, on va perdre aussi les régionales, et on va perdre S'il ne notamment faut pas la se région. précipiter, il faut aller vite quand même, Voilà. puisque les échéances, elles sont là, que ce soit les régionales et puis à très très long terme les élections municipales de 2020. Mais la réalité, elle est que nous devons tirer les leçons. Aussi, bien évidemment, hein. il y a les leçons à tirer de ce scrutin, car on ne doit pas refaire les mêmes erreurs. C'est pas la division qui a fait perdre. C'est le deuxième tour. Il est de toute façon une amplification du premier. La diversité s'est exprimée parce que les conditions du rassemblement n'avaient pas été créées. Mais nous sommes tous responsables de cela parce que nous ne sommes pas retrouvés à un moment donné. Donc les régionales doivent être le symbole de cette capacité à se retrouver. Et si c'est pas sur des listes de premier tour, c'est en tout cas la nécessité à donner du sens à l'unité pour qu'au deuxième tour la dynamique soit de notre côté et qu'on ne soit pas simplement dans un phénomène qui transforme l'essai si par malheur on n'était pas en tête au premier tour. Pour fermer la parenthèse sur ces régionales, justement, votre démarche, c'est quoi? C'est l'alliance avec le Parti socialiste pour le PRG? Le Parti radical de gauche est dans une démarche d'unité. Donc nous rencontrons régulièrement le président de la région Île-de-France. Nous rencontrons régulièrement le président du groupe socialiste à la région Île-de-France, ainsi que les élus socialistes du département, pour poser les bases d'un accord et d'un rassemblement. Le Parti radical de gauche a déjà mis en place une démarche de consultation à travers des groupes de travail, à travers un site participatif qui sera très prochainement lancé. Notre idée est de créer les conditions du rassemblement. Il n'y a pas de problème à ce que la gauche gouverne ensemble si les diversités, les sensibilités sont respectées. À la région Île-de-France, on l'a toujours fait. J'ai pas de grandes inquiétudes. Ce sera avec Jean-Paul Huchon? Parce que ça doit être décidé encore par les socialistes, mais votre position... Fin mai, le Parti socialiste devra se prononcer dans le cadre d'une primaire. Je ne suis pas adhérent au Parti socialiste, ça va vous faire un peu de langue de bois, mais je dirais que ça ne me concerne pas d'un point de vue... Vous avez travaillé tout de même assez longtemps avec ça ne me concerne Jean-Paul pas Huchon, d'un point de vue technique. C'est le moment aujourd'hui, c'est vrai, je participe à un exécutif qui est celui de Jean-Paul Huchon. Je suis élu à ses côtés depuis 2004. Il n'a pas maltraité le Parti radical de gauche, même si parfois on n'a pas toujours obtenu satisfaction sur les demandes qui étaient les nôtres. Mais je crois que le jeu interne des militants doit être respecté. Maintenant, l'objectif du Parti radical de gauche est de favoriser le rassemblement autour du candidat du Parti socialiste et de permettre que nous gagnions cette région. Parce que moi, je préfère être dans l'espoir si vous voulez, dans l'espoir de conserver cette région que dans la crainte de la perdre. Et je crois qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse n'est pas la bonne candidate. Elle est trop clivante à droite et que la gauche, si elle se rassemble, forte de son bilan, elle peut conserver cette région. Vous pensez, pour revenir sur cette question du rassemblement, que les militants vont suivre justement, et au-delà des militants, est-ce que les électeurs aussi vont suivre? Parce que sur le second tour, même si personne n'est propriétaire de ses voix, il n'y a pas eu d'appel d'Europe Écologie ou du Front de Gauche à voter clairement pour soutenir les socialistes. Les électeurs ne sont pas déplacés, enfin chacun a fait un petit peu son choix. Même si vous vous regroupez, vous n'allez pas perdre les électeurs en cours de route. Ils ne vont pas se dire, maintenant ils se mettent d'accord juste parce qu'ils ont peur de perdre des postes. Il ne faut pas espérer que le travail qui n'a pas été fait au premier tour soit fait sur le deuxième. Nos militants doivent réapprendre à se connaître sur le terrain, dans le département des Yvelines. Et puis les électeurs à faire confiance. Oui, bien évidemment. Mais comment voulez-vous que les lecteurs qui se positionnent à gauche puissent se retrouver quand il y a cacophonie, quand il y a dispersion, et quand les chefs des partis, qu'ils soient nationaux ou départementaux, ne montrent pas l'exemple sur la voie de la dynamique du rassemblement. La droite a été beaucoup plus maligne, même si l'enjeu que le département bascule à gauche était quand même inexistant. L'enjeu, c'était surtout il a su créer les conditions pour rendre comme si c'était inattendu la maîtrise de ce département. Mais le Grand Chelem, ça fait des mois que le PRG s'en inquiète et rappelait à la responsabilité l'ensemble des partis de gauche. Ce premier appel n'avait pas été entendu. Celui-ci, aujourd'hui, par nécessité, devra l'être. Sur le programme, sur le fond, quels sont les points d'accord aujourd'hui qui peuvent permettre de faire émerger une entente, un rassemblement?
Au niveau régional, au niveau local déjà, au niveau local, il y a toutes les problématiques liées à l'environnement et à la transition énergétique, sur laquelle aujourd'hui tous les partis de gauche ont un véritable discours ambitieux, volontariste, qui n'est pas le cas de la droite. Sur la question du pouvoir d'achat et de la relance de la croissance. Alors certes, là, il y a des nuances, mais aujourd'hui, la nécessité de lutter durablement contre le chômage va être encore plus forte. Et je crois que si la gauche a été sanctionnée, c'est parce que nous n'avons pas réussi à tenir cette promesse républicaine d'accès à l'emploi pour toutes et tous. Donc il faudra que nous rappelions ici notre engagement et annoncer des propositions fortes. Nous devons encore améliorer également ce travail en commun et les propositions, elles vont naître de ces groupes de travail, de ces échanges, car je dirais que le logiciel de gauche, il n'est pas périmé, il n'est pas en panne, il est là, il est existant, il est porté différemment, donc il est moins entendu et il est moins porté collectivement parce qu'il est porté dans une cacophonie qui apparaît comme de la division, même s'il n'y a rien de mal à ce que la gauche s'exprime dans sa diversité. Seulement à un moment donné, une échéance électorale, elle se présente à front uni et elle se présente pour être abordée dans le sens de la victoire. Ça, on va parler du local, des points d'accord sur le local. Au niveau national, est-ce que ça passe par un remaniement aussi? Est-ce qu'il faut une ouverture du gouvernement aux différents élus? Il apparaît que si un remaniement se fait, ce sera avant l'été, enfin courant juin. Les écologistes se rassemblent prochainement pour savoir quelles sont leurs logiques. Le Parti socialiste a entamé des négociations. Le Parti radical de gauche, vous savez, dispose de 3 ministres au gouvernement, sport, coopération, francophonie et ministère des territoires. Si un remaniement doit se faire, il doit se faire dans une logique de renforcement et surtout d'ouverture à d'autres membres de la majorité. Car c'est vrai que les lecteurs de gauche ou le militant ne comprennent pas à un moment donné que toutes les sensibilités ne se retrouvent pas dans ce gouvernement. Et ça veut peut-être dire aussi, et le Parti radical de gauche le réclame, qu'il y ait une inflexion sur un certain nombre de choix. Et je pense notamment à la question des dotations globales de fonctionnement aux collectivités territoriales. Là, il faut lâcher du lest car l'investissement public porté par les collectivités locales ne peut pas être freiné. Et c'est clairement un curseur à gauche que l'investissement public. Donc il faut aller vite, mais il y a beaucoup de travail. Pour conclure. Voilà. Mais je crois qu'on n'aspire pas au repos et que même si on le souhaitait, l'actualité ne nous y invite pas. Merci Eddy Haït, président du PRG dans les Yvelines, également conseiller régional d'Île-de-France. Merci. Eux aussi se divisent, mais à droite, pas moins de 3 listes pour la prochaine élection municipale de Voisins-le-Bretonneux. Une seule à gauche. Le point sur ce scrutin qui se déroulera le 12 avril. Le dimanche 12 avril, les électeurs vicinois sont appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection municipale partielle. Ils doivent élire 33 conseillers municipaux après l'annulation de l'élection le 25 février dernier. Les électeurs auront le choix entre 4 listes. Tout d'abord, la liste Voisin ma ville, emmenée par Thierry Gastaud, ancien directeur de cabinet d'Alexis Biette, l'ancien maire de Voisins-le-Bretonneux. Alexis Biette qui figure assez loin sur cette liste à la 19e position. Il ne figure pas non plus parmi les candidats désignés pour siéger au conseil communautaire de la Casquie. C'est d'ores et déjà un revers pour lui puisque jusqu'à la décision du Conseil d'État, il siégeait à la communauté d'agglomération. Deuxième liste, celle de Tous rassemblés pour voisins, portée par Olivier Afonso, 39 ans, président de l'association syndicale Champfleury. Dans sa liste figure notamment en 3e position Jean-Louis Tison. Il avait été tête de liste en mars 2014 pour les municipales. Olivier Afonso souhaite défendre des valeurs d'intérêt général, de moralité et de famille. Troisième liste, Vivre voisin, menée par Alexandra Rosetti, la maire sortante. Parmi ses colistiers, on retrouve ceux élus en mars dernier. Gardons le cap, son slogan de campagne. Le tissu économique, le vivre ensemble ou encore l'aménagement restent ses priorités. Enfin, dernière liste, celle de Jean H, élu de gauche, avec pour voisin avec vous. Jean H est conseiller municipal à Voisins-le-Bretonneux depuis 1995. Dans sa lettre d'intention, l'élu d'opposition veut défendre les valeurs de gauche et d'humanisme que sont pour lui la justice sociale, la solidarité ou le cadre de vie. Les élections municipales de Voisins-le-Bretonneux avaient été annulées par le Conseil d'État le 25 février après le recours déposé par l'ancien maire, Alexis Biette. En cause, l'écart de 15 voix seulement entre lui et Alexandra Rosetti et la diffusion de tracts le samedi du second tour, ce qui était interdit. Premier tour donc de cette municipale partielle le dimanche 12 avril. Et Radio Sensation vous propose un débat entre ces différents candidats, différentes listes, débat préparé, présenté par Nicolas Kirillovitz. Ce sera dimanche à 18h sur le 98.4, mais aussi sur notre antenne en simultané, rediffusion lundi sur TV Fil à 18h, également parmi les thématiques circulation, logement ou encore éducation. Nous revenons à présent sur l'essentiel de la semaine. Comme chaque vendredi, visite d'entreprise, ateliers pédagogiques, conférences, expositions. C'était le programme de la semaine de l'industrie qui se déroulait dans le département. Retour sur ce forum ouvert aux jeunes qui s'est tenu mardi à la CCI. On va se tromper si je change de fournisseur.
il y a cette raison-là. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que nous, en tant que distributeurs, on a notre raison d'être. Le langage est franc et direct, il parle de son métier avec passion. Patrick Mitchell a créé son entreprise de moyens d'assemblage pour l'industrie aéronautique en 97 à Oudan. Il compte aujourd'hui 23 salariés et vient d'ouvrir une filiale au Texas pour attaquer, dit-il, le marché américain. Une filiale dirigée par un salarié recruté il y a 4 ans à la sortie de son bac pro. Une belle success story à la française qu'il est venu partager avec ses élèves, souvent peu au fait des réalités du monde de l'industrie. Ils ne le connaissent pas assez, c'est évident. J'ai tendance à dire que c'est peut-être les profs qu'il faudrait envoyer en stage en entreprise. Je dis ça très gentiment. Mais en tout cas, ce n'est pas les profs qui peuvent leur expliquer. Je pense qu'il faudrait que, même à leur niveau, ils puissent faire des stages en entreprise plus souvent. Raconter son expérience et faire aimer un secteur qui offre des emplois mais qui a du mal à trouver des candidats. Tout l'objectif de ces rencontres organisées à la CCI via le réseau Coaction. Toutes les filières recrutent plus ou moins selon effectivement les profils, les spécificités. Il y a beaucoup dans la mécanique qui est très recherchée, l'aéronautique. C'est les filières dans lesquelles il y a énormément de recherche aujourd'hui et des filières qu'on embauche. Une vraie découverte en tout cas pour les 106 élèves reçus ce mardi. Ils sont issus de formations très différentes, seconde, professionnelle, terminale, section technologique ou même classe prépa. Moi, je connaissais vraiment pas grand-chose sur ce secteur-là et donc ça a été extrêmement intéressant de pouvoir se rendre compte que c'est pas du tout ce à quoi on pouvait penser et c'était vraiment très intéressant d'en savoir plus. On ne connaît pas grand-chose sur l'entreprise et sur les industries, donc ça nous a permis de déflouter tout ce qu'on ne savait pas et c'était vraiment très enrichissant. Ça nous permet de nous ouvrir une perspective pour l'avenir. Pour eux, l'industrie, c'est l'automobile qui licencie, mais l'industrie, c'est plein d'autres métiers. C'est l'industrie du lait, c'est l'industrie du livre, c'est l'industrie de la cosmétique. Donc, il y a vraiment sur notre territoire une richesse d'entreprises et de domaines qu'il faut faire découvrir à nos jeunes. C'est aussi en faisant pétiller des yeux et en plantant des petites graines que l'orientation se fait, que la réflexion sur ce qu'on va devenir peut se faire. Mission accomplie, 20 chefs d'entreprise ont répondu présents ce jour-là. La semaine de l'industrie se poursuit jusqu'au 5 avril. Ce mercredi, un forum de l'alternance est organisé à l'université de Versailles-Saint-Quentin. 150 offres concrètes seront proposées. L'industrie dans les Yvelines, pourquoi pas un secteur anti-crise. Société maintenant avec le cas de cet étudiant guinéen arrivé en France en mai 2014 et qui se retrouve aujourd'hui à la rue alors qu'il est toujours scolarisé au lycée Jean Perrin à Saint-Cyr-l'École. Aujourd'hui, ce sont des militants du réseau d'éducation sans frontières RESF et qui l'hébergent et qui lui cherchent une solution durable. Les explications. C'est l'histoire de Mamadou Ouri, 18 ans, lycéen et déjà sans domicile fixe. Cet adolescent guinéen, arrivé en France il y a 1 an, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui lui a fourni un logement. Majeur depuis le 25 mars et toujours scolarisé, il se retrouve aujourd'hui expulsé de sa chambre d'hôtel sans aucun suivi social. J'étais au lycée, je suis rentré. Directement, je n'ai pas retrouvé la clé de la chambre. J'ai demandé à la patronne. En fait, la patronne m'a dit que le concessionnaire, ils ont appelé qu'à partir de 13h qu'ils vont plus payer l'hôtel. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Considéré comme apte à subvenir à ses besoins, Mamadou Ouri s'est alors vu retirer son logement. Pourtant, son profil lui autorisait à signer un contrat jeune majeur qui lui permettrait de poursuivre ses études. Parce que pour poursuivre tes études, il te faut des personnes qui doivent être là pour toi, psychologiquement et surtout pour poursuivre d'autres études, il te faut des tuteurs et tout. Donc, il te faut une adresse. Donc, ce qu'on a demandé à la responsable, c'est une prolongation, même si ce n'est pas juste avoir le contrat jeune majeur, mais juste avoir une prolongation vers la fin de l'année scolaire pour voir, parce qu'il me faut du temps pour préparer compte tenu des obstacles qui vont arriver. Donc. Ce que l'on demande, bien sûr, c'est que le Conseil général réétudie sa position de façon à ce qu'il le prenne en charge jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à le début de l'année scolaire prochaine, puisque en fin de compte Mamadou Ouri veut continuer ses études en étant en alternance, ce qui lui permettra d'avoir un revenu minimum, mais au moins un revenu pour pouvoir se prendre en charge lui-même.
Pour pouvoir bénéficier du contrat jeune majeur, Mamadou est à la recherche d'un patron pour continuer sa formation en alternance dès la rentrée 2015. Pour le moment, l'adolescent est hébergé par des militants du réseau d'éducation sans frontières, également soutenu par ses professeurs et son club de foot. Le conseil général joint par téléphone n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. Un nouveau prix pour les cuisiniers des Yvelines. Eddy Benganem, chef pâtissier du Trianon à Versailles, et son équipe viennent de remporter le prix du meilleur dessert. Un dessert aux saveurs exotiques et aux textures surprenantes, ce mélange gastronomique a permis au chef pâtissier du Trianon Palace Eddy Benganem et à son équipe de remporter le prix Lebé, un concours qui récompense les meilleurs plats en Île-de-France. La composition du dessert proposé par le chef yvelinois est pour le moins surprenante. C'est en fait un dessert signature, donc la forme toujours identique, une forme d'œuf. À l'intérieur, une mousse qui peut être au chocolat, noir, blanc ou lait. Là, c'était une mousse à la noix de coco. Un sorbet qui peut être aux fruits rouges ou un autre parfum. Là, on est intéressé dans le thème de l'ananas, donc des notes d'ananas et de coco comme une pina colada. Donc sorbet ananas, ananas rôti, ananas frais, une mousse extra légère à la noix de coco et puis un croustillant ultra régressif et extrêmement gourmand à la noix de coco. On est sur de la fraîcheur, on est sur un visuel assez élégant bien sûr, mais on est sur quelque chose de frais, régressif et extrêmement gourmand. Cette distinction est une belle reconnaissance pour ce pâtissier de 42 ans passé par le Ritz, l'hôtel de Crillon ou encore le Georges V et qui a posé ses ustensiles de cuisine et ses casseroles au Trianon Palace en 2008. C'était super chouette quoi, c'était vraiment, moi j'étais, ce qui me reste c'est vraiment très content. Content d'avoir remporté ce concours, content de la reconnaissance des gens qui ont noté ce dessert-là et content pour mes amis quoi, qui me connaissent bien ou des gens de la profession qui me connaissent bien et qui étaient aussi enthousiastes que moi, quoi. Ce dessert sera remis à la carte dans une quinzaine de jours pour la période estivale au Trianon Palace de Versailles. On en salive d'avance. On reste dans les sucreries. Pâques, c'est ce week-end et les professionnels du chocolat sont prêts. Plus que quelques jours à tenir avant de pouvoir céder à la gourmandise. Au laboratoire d'Obos, on apporte les dernières touches aux commandes et pour les fêtes de Pâques, les classiques ont toujours la cote. À Pâques, c'est quand même traditionnel, c'est d'abord les œufs, les cloches, les poissons, après les petits montages, mais c'est surtout les œufs. Chocolat noir, chocolat au lait, praliné. Pour les fêtes de Pâques, Franck Dobos et ses employés produisent jusqu'à 1 tonne 400 de chocolat pour satisfaire les gourmands. C'est 18 à 20% du chiffre d'affaires en chocolat à Pâques. Après, ça dépend des périodes. Il suffit que Pâques, ça tombe mal, ça tombe pendant les vacances. Bah, tout de suite, on travaille beaucoup moins bien que si c'est comme cette année où tout le monde est là. Les cloches vont être bientôt finalisées, de quoi pouvoir nous livrer à temps. Le journal revient mardi aux mêmes horaires. Excellent week-end de Pâques.